Docteur Jean-Baptiste. Le docteur Jean-Baptiste Méric, qui est maintenant directeur du pôle santé publique et soins au sein de l'INCa, et que j'ai eu le plaisir de croiser régulièrement ces dernières années dans le cadre de multiples institutions. Et ce soir, il va nous parler des conséquences cliniques et de l'organisation de la cancérologie en réponse à la pandémie, un sujet qu'on a vécu il y a quelques années et qui va impacter encore longtemps, je pense, la prise en charge de nos patients. Donc, sans plus attendre, la parole est au docteur Méric pour sa présentation. Bien, bonsoir à tous. Merci Gilles. Effectivement, un sujet qu'on a eu à traiter différemment et qui continue à être traité, puisque même si depuis début 2020, on espère qu'il nous lâche, il ne nous lâche jamais complètement et on continue à en entendre parler. Alors, une présentation à laquelle j'ai associé le nom de mes collègues avec qui à l'Institut, on a essayer tant bien que mal au début et puis de mieux en mieux, on l'espère, de gérer avec vous tous cette pandémie et ses conséquences sur les patients atteints de cancer. Je dis avec vous tous parce que vous allez voir, on va beaucoup parler du comité de pilotage Covid et cancer qui nous a beaucoup aidé, dans lequel certains d'entre vous avaient fait des présentations, avaient participé et on vous en remercie. Alors, effectivement, ça paraît un peu loin presque, le début et les difficultés que l'on a eues au début. Alors au début, nous, on a très rapidement proposé de monter ce comité de pilotage Covid et cancer. Pourquoi? Parce que on se rendait compte qu'il y avait des spécificités de la cancérologie et que les mesures qu'on entendait annoncer, de fermeture de services, de fermeture d'hôpitaux, de sanctuarisation de certains hôpitaux entiers pour y mettre que du Covid, ça mettait très vite à mal l'activité de cancérologie et qu'on savait bien que cette activité, elle n'allait pas pouvoir être décalée, elle n'allait pas pouvoir être rattrapée pour l'ensemble des malades et qu'il fallait très vite qu'on puisse agir. On s'est rendu compte que ça concernait nos collègues du ministère, côté DGOS, DGS, qui avaient besoin, eux, de pouvoir édicter des recommandations au niveau national en ayant une idée de ce qui se passait sur le terrain, et que ça concernait aussi ce que vous viviez les uns et les autres en région, et qu'on avait besoin d'avoir tout le monde autour de la table, d'avoir surtout les ARS et les réseaux régionaux de cancérologie, qui ont vraiment été les piliers de ce comité de pilotage, mais d'avoir aussi les autres sociétés savantes et agences, d'avoir des représentants d'usagers et de patients. Et au début, ce comité, il se réunissait de façon hebdomadaire pour surveiller tout ce qui se passait dans ce champ de Covid et cancer, faire remonter des informations du terrain, faire La connexion n'est pas très bonne. descendre d'autres informations vers On ne vous entend pas très bien. Ça coupe. vers le terrain. Et alors, Ouais, excusez-moi, là, le son ne passe pas très bien. C'est la première fois que ça. oui. Il y a un bon réseau? Moi, j'ai un bon réseau. Je peux essayer de me brancher sur le réseau filaire qui est parfois un petit peu plus efficace. Voilà. Ça passe toujours bien. Mais là, vous ne voyez plus mon écran, je pense. Oui, là, il n'y a plus de partage. Je pense qu'on a été déconnecté, donc il faudrait le Alors, on va refaire le partage. Voilà, désolé pour cette interruption. Et là, ça doit être bon. Là, c'est bien, mais il faudrait le mettre en grand écran. Et là, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Désolée, merci beaucoup. Voilà, et donc, comme je vous le disais, la communication a été un point extrêmement important. Alors, ça se passait comme ce soir, avec parfois des petits désagréments comme ça de visio au début. Et on a très vite communiqué sur quoi? Très vite communiqué déjà vers le grand public. Vers le grand public, parce que les patients étaient démunis, appelaient leur hôpital, avaient du mal à avoir des informations parfois. Il y avait besoin de savoir ce qu'ils devaient faire. Donc déjà, pour que les patients ne renoncent pas aux soins, il y avait cet enjeu extrêmement important. Et puis, pour communiquer vers les professionnels, parce qu'on a eu des témoignages inquiétants dès le début du confinement, avec, par exemple, des témoignages dans une région qui nous faisaient remonter, moi, j'ai tout un groupe d'établissements
ils ont décidé à l'échelle de leur 3C d'arrêter les RCP parce qu'ils ne veulent pas se contaminer. Et donc là, très vite, il a fallu donner des préconisations pour dire une RCP, ça peut continuer en visio, ça peut continuer en audio, on peut avoir des gens présents sur place et d'autres présents à distance. Ça paraît du bon sens, ça paraît de l'évidence, mais ça montrait bien que les temps forts du parcours des patients atteints de cancer pouvaient être rapidement mis en défaut. Même chose sur la consultation d'annonce, où il fallait à la fois rappeler des grands principes, puisqu'on avait des témoignages, là encore, de patients qui avaient l'annonce et puis qui ensuite s'entendaient dire, puisque votre accompagnant n'a pas pu venir, puisqu'il n'a pas le droit de rentrer dans l'établissement, on va aller le voir sur le parking. Et donc, on avait des annonces sur le parking, comme ça, c'était quand même un petit peu déplorable en termes de qualité. Donc, on a pu agir à la fois pour que les accompagnants puissent rentrer, pour que les infirmières d'annonce et de coordination soient sanctuarisées autant que possible en considérant qu'elles allaient faire gagner de la qualité et faire gagner un temps médical précieux au moment où certains médecins se retrouvaient hors de leur service pour aller gérer le Covid ailleurs. Donc, vous voyez, des choses très pratico-pratiques, puis très rapidement, lorsque l'activité redémarrait, des séries de webinaires, dont le premier sur le rattrapage des activités de chirurgie, là encore, pour partager des bonnes pratiques, partager des façons de faire sur la priorisation des interventions, le traitement de la file active, les précautions à prendre, parce que, on se rendait compte que tout ça ne diffusait pas assez. Et donc, ce comité de pilotage Covid et cancer, c'était vraiment l'idée de mettre en pratique cette communication ascendante et descendante pour que tout le monde partage les informations. Alors, un exemple, c'est d'avoir fourni, par exemple, vous voyez, sur chaque rôle et responsabilité des personnes en charge de la reprogrammation chirurgicale, des conseils sur ce qui pouvait être fait. Alors, c'était fait en chirurgie en général, par exemple, avec là des préconisations qui étaient certaines des sociétés savantes de chirurgie ou de la DGOS, mais qu'il fallait diffuser aussi en cancérologie. Et puis, vous voyez un outil qui est un outil qui nous venait des collègues québécois sur justement la repriorisation des chirurgies avec un outil pratique qui permettait de voir quels étaient les patients qui avaient été décalés le plus longtemps en nombre de jours, en nombre de semaines, et de corréler cela à la priorité de leur intervention et donc de pouvoir effectivement être sûr que ceux qui avaient besoin d'être opérés le plus tôt possible allaient l'être. Donc vraiment un rôle très pratique dès le début de ce comité de pilotage Covid et cancer. Pourquoi ? Parce que la littérature nous l'a montré. Ici comme ailleurs, on a expérimenté les mêmes difficultés et vous voyez que certains ont publié, alors c'est principalement des Italiens, nous on a un peu moins publié sur ce sujet-là, c'est principalement sur tout cancer et dans cet article de JCO Global qui reprenait ces études bibliographiques, donc 2734 publications, vous voyez on n'est qu'en 2021, donc c'est allé très très vite les publications sur Covid et là c'est uniquement sur les retards et interruptions de prise en charge, quelles étaient les raisons et vous le voyez, les raisons c'est disponibilité du service. Donc, c'est clairement l'organisation des parcours à notre charge à nous qui était le premier frein. Vous voyez, on retrouve la peur d'être infecté, on retrouve les difficultés financières, mais finalement, tout ça, ça a été rapporté dans un nombre d'articles moins important que la question vraiment de la disponibilité du service et de l'organisation. Et vous voyez, il y a des problèmes de médicaments, il y a des problèmes d'infections concomitantes, il y a des problèmes qui sont venus se greffer, mais il y a vraiment cette question de tout simplement, on ne pouvait plus accueillir les patients et ça posait problème et ça nécessitait que collectivement, on intervienne. Alors, on a maintenant du recul et on va regarder un petit peu ce soir les chiffres pour voir cette action que nous avons menée ensemble, quel a été le résultat. Vous voyez ici, par exemple, pour les dépistages, on a préconisé l'arrêt des dépistages pendant 3 mois et pas plus. Pourquoi 3 mois et pas plus ? Parce que ces 3 mois, on avait regardé un petit peu dans la littérature, dans l'expérience, dans les préconisations qui étaient celles des cahiers des charges des dépistages, que ce délai de 3 mois était ce qui permettait de ne pas trop accumuler de retard et à la fois au niveau individuel et au niveau collectif de ne pas perdre de chance en ayant la capacité à rattraper ces dépistages qui seraient perdus. Et donc, si on regarde ici, les mammographies réalisées dans le cadre du programme de dépistage organisé, eh bien, vous voyez que ces 3 mois, alors pendant lesquels les centres de dépistage ont continué à faire un énorme boulot pour préparer les conditions de la reprise,
Eh bien, par contre, le dépistage n'était pas réalisé et donc on a un énorme creux d'activité. Et vous voyez qu'on observe un rattrapage, mais qui est un rattrapage partiel, puisqu'on voit bien que l'aire sous la courbe de ce qu'on a rattrapé, elle n'a rien à voir avec celle de ce qu'on avait perdu, mais quand même un rattrapage partiel qui se poursuit peut-être un petit peu au début de 2021 par rapport à la courbe de référence en noir qui est celle de 2019, en sachant que 2019-2021, on peut vraiment comparer, parce qu'on invite les gens une fois tous les 2 ans, on est un petit peu plus représentatif. Et puis, vous voyez qu'en 2022, eh bien, on rejoint globalement la courbe et on sent encore l'érosion connue dans notre pays du dépistage organisé du cancer du sein qui se matérialise là. Donc, vous voyez qu'on a en tout cas évité que le creux ne persiste plus longtemps en s'organisant et en étant en capacité de reprendre les dépistages. Et puis, on a peut-être eu, on le verra un petit peu plus loin avec la chirurgie du cancer du sein, un rattrapage partiel au moins de cette activité de dépistage. Vous voyez que pour le cancer colorectal, alors les courbes sont encore plus entrecroisées et difficiles à lire, mais on est sur tout de même la même dynamique, c'est-à-dire un effondrement durant le premier confinement et dès le deuxième confinement, ça va mieux. On a même potentiellement un petit rattrapage et on termine avec une année 2022 qui commence plutôt bien et dans les chiffres publiés par Santé publique France, plutôt un plus haut historique à la fin de 2021 et une année 2022 qui se place probablement plutôt bien. Donc, une tendance importante, puisque ça veut dire que cette remontée peut-être de ce dépistage sur lequel on est globalement plutôt mauvais dans notre pays, eh bien, elle n'a pas été tant impactée que ça par la Covid. Donc, c'est plutôt intéressant. Le vrai souci qui nous a concerné le plus et sur lequel on va s'appesantir un moment, c'est la question de la chirurgie d'exérèse. Pourquoi? Parce que c'est le traitement des cancers à un stade le plus limité et c'est le traitement qui guérit les patients atteints de cancer. Et surtout, c'est un traitement pour lequel on n'a pas tellement d'alternatives. Quand on est à un stade limité de cancer où la chirurgie et la chirurgie seule, par exemple, est indiquée, on n'a pas toujours possibilité d'un traitement d'attente, comme lorsqu'il y a, par exemple, un traitement adjuvant indiqué et qu'on va pouvoir placer en néo-adjuvant pour gagner un peu de temps. Et donc, on avait vraiment cette problématique de se dire que va-t-il se passer pour ces patients pour lesquels le meilleur traitement est la chirurgie, qui pourraient être guéris par la chirurgie et dont on sait que tout retard va être une perte de chance. Il faut se rappeler que il y avait quand même quelques papiers, le plus beau étant probablement celui publié par Corana juste avant la pandémie en 2019, qui montrait bien que dans des cancers fréquents, que ce soit le sein, le pancréas, le poumon, eh bien, on avait chaque semaine de retard qui pouvait être quantifié en pourcentage de perte de chance à terme. Donc, cette littérature sur les délais de prise en charge qui n'était peut-être pas si maîtrisée que ça avant le Covid, qui devient beaucoup plus lue aujourd'hui, eh bien, elle nous préoccupait parce qu'il y avait ce risque que l'on décale trop, que l'on annule des chirurgies. Et effectivement, dès le premier confinement, quand les hôpitaux se ressentent sur les urgences vitales, des chirurgies de cancer vont être annulées, déprogrammées. Covid Surge, qui était l'étude internationale, qui était une enquête, tout simplement, ils ont appelé les collègues chirurgiens dans plus d'une centaine de pays pour savoir comment ça se passait chez eux et nous montrer qu'il y avait un taux de déprogrammation qui était important, un retard estimé en cancérologie de l'ordre de 55 000 chirurgies, avec, vous voyez, des extrêmes qui étaient importants, évidemment un écart type majeur quand on est comme ça sur des modes d'enquête où c'est extrêmement difficile d'avoir une idée précise, et surtout un temps pour le rattrapage qui était estimé extrêmement long selon l'augmentation d'activité que l'on pouvait espérer. Donc nous voulions absolument avoir des chiffres supplémentaires et quand les uns et les autres d'entre vous qui étaient présents au comité de pilotage intervenaient, c'était pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on sait ce qui se passe dans notre hôpital, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc, on a eu la chance d'avoir un maillage par le réseau des 3C, les centres de coordination en cancérologie, qui sont presque 240 dans le pays et dont la base de travail, c'est d'être des cellules qualité. On a mené une enquête, alors c'est évidemment, il y a le biais du déclaratif, mais une enquête auprès de ces 3C qui a permis de voir qu'effectivement, on avait une déprogrammation qui atteignait 68% globalement en chirurgie, 28%
pour le cancer du sein. Donc, vous voyez déjà qu'entre toute chirurgie et cancer, il y avait déjà quand même une préservation de la cancérologie, mais quand même, le retard en cancérologie était estimé à 45 000 chirurgies avec un temps de retour à la normale de 14 mois minimum, ce qui pouvait paraître tout à fait considérable. On avait à peu près 50% des 3C répondeurs, donc il y avait une marge d'erreur, là encore, qui était assez considérable. Alors, pourquoi on a fait cette enquête? Eh bien, parce que le PMSI, le programme médicalisé de système d'information, quand vous codez un acte dedans, bah déjà, il faut le temps que tous les collègues codent en temps et en heure, que ce soit revu par les médecins DIM, que ça remonte dans les tuyaux informatiques. Et donc, on a un retard minimal de 3 mois avant d'avoir une indication. Donc, vous voyez, je le disais tout à l'heure, les données, c'est vraiment un élément crucial. On décide avec au minimum 3 mois d'inertie, ce qui est évidemment extrêmement difficile. Et donc, cette enquête, elle nous a permis d'avoir, avant même la fin du confinement, déjà des premières données qui remontaient, ce qui n'aurait évidemment pas été possible avec le PMSI. Alors ensuite, on a eu les données PMSI et vous le voyez, on a été capable de regarder ce qui se passait. Et donc, vous voyez que là, c'est l'activité de chirurgie d'exérèse des cancers. Et vous voyez que cette activité, mesurée de mars 2020 à janvier 2021, elle a été comparée ici à l'activité 2019. Et donc, quand on fait ça, on voit qu'on a eu un creux extrêmement important, mais que ce creux extrêmement important, il a été vraiment centré sur le premier confinement. Et ça, c'est vraiment notre victoire collective à vous, à nous, c'est d'avoir pu réagir dès le premier confinement, les sociétés savantes pour donner des recommandations qui permettaient de prioriser correctement les patients, les réseaux, les ARS et nous, de pousser fortement avec des incitations, des circulaires, des webinaires, de l'information pour dire il va y avoir d'autres confinements. Dans ces prochains confinements, la chirurgie du cancer sera sanctuarisée, elle devra être préservée. Et vous le voyez, ça a fonctionné, puisqu'au moment du deuxième confinement, nous n'avons pas eu de perte d'activité. Au global, on était à entre moins 1 et 2%. Donc, on a réussi collectivement à sanctuariser cette chirurgie d'exérèse des cancers, ce qui était effectivement important pour être sûr qu'il n'y aurait aucune perte de chance. Alors, vous le voyez, au total, on a un déficit de 26 000 chirurgies. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déficit de 26 000 chirurgies, on l'a constaté très vite, en fait. Et il est resté stable dans le temps. Quand on avait, à l'été, après le premier confinement, les collègues chirurgiens dans le comité ou au téléphone, ils nous disaient, mais c'est bon, la file active, nous, on a rattrapé, la file d'attente, elle est terminée. Et on a probablement une partie de ces 26 000 patients qui ont été opérés beaucoup plus loin parce qu'ils ont eu du néoadjuvant, parce que qui ont eu des alternatives thérapeutiques, une radiochimio là où il y avait une hésitation entre deux traitements possibles, ou une radiothérapie, je pense à la prostate, là où il y avait possibilité aussi d'avoir compétition entre des traitements. Mais malheureusement, on sait qu'il y a forcément des patients dans ce nombre dont la chirurgie n'a pas été réalisée et qui ensuite n'ont pas pu être opérés. Alors certains parce que le Covid était passé par là et que malheureusement, ils n'étaient plus en état d'être opérés ou ils n'étaient plus vivants. Certains aussi parce que malheureusement, eh bien, le temps du décalage de leur chirurgie, leur cancer avait progressé, ils n'étaient plus à un stade opérable. D'autres enfin parce qu'ils ont renoncé aux soins. Donc réellement, les pertes de chance, elles sont à ce niveau-là. Elles n'atteignent évidemment pas les 26 000 et c'est un travail qui est encore en cours de comprendre qui parmi ces personnes quel est l'impact de chacune de ces sous-populations que je listais et à quoi on peut s'attendre en termes de surmortalité. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé pour savoir parmi cette cohorte de patients diagnostiqués en début 2020, combien allaient être à risque de décès augmenté du fait du décalage des soins, du fait de la Covid. On n'a aujourd'hui évidemment que des estimations qui sont d'ailleurs assez éloignées parfois les unes des autres, mais on peut imaginer que cet effet ne sera pas neutre et on va continuer, nous, à suivre évidemment cette cohorte et à voir ce qu'elle devient. Alors, le point important, c'est de se dire que ça, vous voyez, là, les données, elles s'arrêtent en janvier 2021. Et elles s'arrêtent en janvier 2021 volontairement. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, on compare aux données de 2019. Et comparer aux données de 2019, c'est valable tant que l'on considère que 2019 est une année de référence
et que finalement l'activité est toujours la même d'année en année. Or, on sait que ce n'est pas vrai et que selon les cancers, on avait plutôt une tendance à l'augmentation ou à la diminution de l'incidence ou des changements de pratiques qui avaient entraîné une augmentation ou une diminution des indications chirurgicales. Et donc, comparer 2020 à 2019 est recevable. Comparer 2021 à 2019 l'est peut-être encore un peu, mais comparer plus loin, ça devient vraiment problématique et on risque de caractériser un écart par rapport à 2019 qui en fait était un écart attendu. Donc, il faut envisager une nouvelle méthode et les données que je vais vous montrer ce soir, qui ont déjà été montrées une fois en congrès, sont en cours de publication sous une forme un petit peu différente de celle que nous allons voir ce soir. Et vous allez comme ça pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise de l'impact de la pandémie sur la variation des activités de chirurgie et on verra quelles hypothèses on peut émettre à ce niveau. Alors, vous voyez que quand on étale un petit peu jusqu'en janvier 2022, vous voyez, on a une activité fluctuante avec des hauts et des bas qui s'expliquent aussi par des questions de codage, d'activité saisonnière. Mais passons, on a l'impression que globalement, on a retrouvé une forme de stabilité. Mais quand on regarde par organe, déjà, on est un petit peu plus interrogatif et vous voyez notamment qu'apparaissent ici des déficits relativement importants pour la chirurgie des cancers de l'estomac, la chirurgie des cancers de l'œsophage, la chirurgie des cancers ORL, mais par exemple, le foie apparaît en baisse, mais qui n'est pas si importante que ça. Et puis, d'autres cancers paraissent relativement préservés. Alors, ces chiffres sont ceux qui nous ont occupés pendant longtemps dans le comité de pilotage. On avait déjà identifié ces baisses dès 2020, donc elles sont probablement pertinentes, mais il fallait vérifier ce que cela devenait maintenant et notamment pouvoir ensuite pousser les études pour comprendre pourquoi on a ce déficit d'activité. Alors, pendant longtemps, on a présenté les choses comme ceci et vous voyez que là, par exemple, on voit bien qu'on a une chute d'activité à un moment qui reprend, mais on garde un déficit et au bout d'un moment, on a un plateau. Donc, on se dit qu'effectivement, quand on compte cette activité cumulée et qu'on garde un déficit comme ça, qui se corrige petit à petit et qui fait un plateau ascendant discret, ce qu'on peut voir aussi ici, par exemple, de façon encore plus nette pour l'urologie avec un déficit qui atteint même quasiment le 0%, on est effectivement avec quelque chose où on a rattrapé de l'activité. Mais là encore, on n'avait pas la tendance. Donc, ce n'était pas encore tout à fait ce que l'on voulait. Alors, pourquoi je parle de la tendance? Parce que vous voyez, les tendances, alors ici, elles ne sont pas très accentuées, mais on voit déjà quand même que l'on a des courbes assez nettement ascendantes pour certains cancers et assez nettement descendantes pour d'autres. Donc, l'objectif, c'était d'établir un modèle de projection pour comprendre, pour chaque localisation, quel était l'impact que l'on allait observer. Alors, vous voyez, ça se présente comme ceci et ça va assez vite vous sembler clair, même si le tableau peut paraître un petit peu chargé. Vous voyez qu'on a ici, sur le graphique, l'activité observée des exérèses en tumeur du sein. Et vous voyez qu'on peut dessiner une tendance. Alors là, on a choisi les personnes qui travaillent aux données, à l'évaluation en santé à l'Institut. On fait deux simulations, une avec une tendance qui est 2010-2019 et puis une autre avec une tendance un petit peu plus rapprochée, qui est la tendance 2015-2019. Et vous voyez que là, si on lit le graphique, on se rend bien compte qu'on a en 2020 une perte d'activité. Et puis en 2021, vous voyez, on est un petit peu au-dessus de l'activité attendue. On n'est pas très, très loin du maximum possible de la variation. Et donc, on se dit qu'effectivement, par rapport à une courbe qui aurait été un peu fluctuante comme celle qu'on avait avant, on voit bien qu'on a une chute d'activité et puis une tendance au rattrapage, même si c'est un rattrapage potentiellement incomplet. Et c'est ce que vous allez voir ici dans les tableaux, puisque dans les tableaux, là, vous allez avoir l'écart 2020, l'écart 2021, puis l'écart total. Et donc, vous voyez que si on travaille par rapport à la référence de 2019, donc ça, c'est les histogrammes que je vous avais montrés avant, on a l'impression d'une perte d'activité qui est limitée et qui, en fait, si on la ramène à la tendance la plus récente, eh bien, c'est une perte d'activité plus importante
qui est signalé. Et donc, effectivement, ça nous permet de voir que là où par rapport à la référence de 2019, on pensait que tout allait bien, entre guillemets, et qu'on avait rattrapé complètement, eh bien non, on se rend compte qu'on a encore une activité qui manque, qui est certes faible par rapport au nombre total de chirurgie du sein, mais qui est tout de même une baisse d'activité. Et donc, on peut regarder pour d'autres tumeurs. Et vous voyez que, par exemple, ici, pour l'ORL, on a une tendance plutôt décroissante de cette activité d'exérèse en nombre d'exérèses réalisées. Et vous voyez qu'après une baisse en 2020, on a une petite remontée, mais tout ça reste globalement dans la même tendance. Et là, vous le voyez, c'est intéressant puisqu'on aurait surestimé, si on se comparait à la référence de 2019, on aurait surestimé l'effet de la pandémie, alors qu'en fait, c'est un effet plutôt minime qui se manifeste. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a une courbe cancer de l'ovaire qui ressemble un petit peu à la courbe que je viens de vous montrer pour les cancers ORL. Donc finalement, là, on a un impact, on a limité la casse, on va dire, pour le dire un peu trivialement. Là et là, de même, on est dans la tendance, on va dire. On a retrouvé une tendance normale. Et puis voilà, on arrive à l'estomac. Et vous voyez qu'estomac, on est vraiment au plus bas possible de la projection, qu'après une baisse d'activité franche, on ne remonte pas significativement. On va observer la même chose pour l'œsophage. Et vous voyez que là, c'est encore tout à fait préoccupant. Il y a peut-être une pente qui se reprend, mais enfin, on est clairement un cran en dessous. Et vous voyez, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas inclus la diapo, j'en suis désolé, mais vous avez la même tendance pour le foie. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Vous voyez qu'on retrouve quelque chose qui était ce qu'on avait vu sur le tableau ici, c'est-à-dire que déjà la comparaison à 2019 permettait de le laisser supposer pour les tumeurs pour lesquelles c'était le plus important. Et on le retrouve donc sur nos graphiques ici, avec pour estomac et œsophage, ce déficit d'activité qui ne se compense pas, qui s'éloigne de la tendance. Alors, actuellement, nous sommes en train de mener des analyses, d'autres l'ont fait. On a même un collègue qui a fait sa thèse de médecine sur cette question de la chirurgie des cancers de l'œsophage. On a eu d'autres contributions de même type avec des études dans différents services pour essayer de comprendre ce qu'il se passe et d'où vient ce déficit d'activité. Bien sûr, quand on pense cancer de l'œsophage, on pense à une population qui peut être atteinte par la précarité, qui peut être atteinte par l'intoxication alcoolo-tabagique, et on se dit que le renoncement aux soins dans cette population peut être plus important que dans d'autres et peut avoir expliqué cette baisse d'activité. On peut évoquer la question de l'accès à la réanimation et de la lourdeur du geste chirurgical, du temps de bloc utilisé par exemple, mais quand on va comparer avec d'autres tumeurs comme ici les tumeurs de l'ovaire, ou on peut le faire aussi avec les tumeurs du pancréas, on n'a pas d'observation similaire à ce que l'on retrouve ici pour estomac ou œsophage. Donc, il s'est bien passé quelque chose de différent et le simple fait de l'accès au bloc ou à la réanimation ne suffit pas à expliquer, ou en tout cas, on ne comprend pas pourquoi il se serait porté plus sur œsophage, estomac que sur pancréas ou sur ovaire, par exemple. Donc, probablement des facteurs intriqués. Le dernier facteur important à considérer étant les changements de pratique. Changement de pratique, puisque je pense que nous avons la diapo ici, désolé qu'elle n'apparaisse pas un petit peu plus tôt. Changement de pratique parce que vous le voyez dans les endoscopies digestives hautes, de même que dans le dépistage du cancer colorectal tout à l'heure, eh bien, on a un changement avec ici une baisse très forte de l'activité durant le premier confinement et puis une reprise d'activité. Donc, pas moins de diagnostics de cancer de l'œsophage a priori. Par contre, lorsque on regarde le recours aux alternatives, notamment ici la radiochimiothérapie définitive, on constate que durant la pandémie, dans cet article qui a été publié en fin 2020, eh bien, on observe qu'avant la pandémie, les épidermoïdes de l'œsophage, nous avions 47% de patients traités en radiochimiothérapie définitive et que ce chiffre passe durant la pandémie à 70%. Pour les adénocarcinomes, on observe aussi une augmentation, 15% avant la pandémie, on passe à 39% durant la pandémie. Donc là, ça pose beaucoup plus de questions, puisque les indications de radiochimiothérapie définitive ne sont quand même pas les mêmes entre carcinome épidermoïde et adénocarcinome. Donc, y a-t-il eu des pratiques qui étaient différentes? Ça, ce sont des chiffres
coulé dans une étude internationale. Est-ce que nous avions tendance en France à opérer plus, je ne dis pas à opérer trop, mais à opérer plus peut-être que dans d'autres pays? Est-ce que la complexité, est-ce que la compétition entre différentes indications a fait préférer à certaines équipes une radiochimiothérapie définitive lorsqu'il y avait par exemple 2 patients, les 2 pouvant mobiliser des ressources opératoires, l'un pour un cancer de l'œsophage, l'autre pour un cancer du pancréas? Eh bien, est-ce que le choix ne s'est pas fait de dire on va passer le pancréas au bloc parce que pour l'œsophage, on a une alternative et on peut imaginer la même chose en urologie avec la prostate en compétition avec d'autres, mais on ne l'observe pas dans les chiffres d'Exérès pour le coup. Donc voilà, le changement des pratiques n'explique probablement pas tout. Il est probablement vécu différemment selon les spécialités et il se cumule ou pas à cette question du renoncement aux soins, de la prise en compte des comorbidités. Donc, intéressant de savoir, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier, si ces pratiques ont changé et ont changé significativement ou pas du fait de la pandémie. Sur le renoncement aux soins, on a un observatoire qui a rendu un travail, dont je vous montre ici des images que vous avez peut-être déjà vues, qui avait montré que dès le premier confinement, on avait une part importante dans une enquête nationale représentative des personnes qui avaient renoncé ou reporté au moins un soin pendant le premier confinement. Et effectivement, on voit bien que c'était des consultations aussi bien chez le généraliste que chez le spécialiste et des actes de prévention. Donc voilà, ne serait-ce que ces 3 catégories, on imagine qu'il y avait bien des personnes souffrant de symptômes évocateurs de cancer qui n'ont pas consulté ou qui ont consulté avec retard, puisque lorsque cette étude avait été réalisée, eh bien, on avait plusieurs mois après le premier confinement, une part significative des personnes qui n'avaient toujours pas consulté, qui déclaraient avoir renoncé à un acte médical, mais qui n'avaient toujours pas consulté pour le récupérer quelques mois plus tard. Et on retrouve dans cette catégorie davantage de précaires, avec notamment des familles monoparentales, des personnes en inactivité et davantage de personnes ayant une pathologie chronique. Et dans cette pathologie chronique, eh bien, on va faire rentrer notamment les personnes qui ont par ailleurs des problèmes dus notamment à l'intoxication alcoolo-tabagique. Donc effectivement, ça c'est un point important. Et on a ici donc le renoncement aux soins finalement de toutes les personnes, mais ce renoncement aux soins chez les personnes atteintes de cancer, il s'est manifesté aussi. Vous voyez, 68% des patients atteints d'un cancer qui ont déclaré avoir reporté ou renoncé à un soin pendant le premier confinement. C'est tout à fait significatif. Et là encore, on retrouve des personnes de plus de 60 ans vivant seules, enfin on retrouve des précaires. Et vous le voyez, pour la cancérologie, ça a concerné aussi bien les consultations chez le généraliste que chez le spécialiste, y compris des actes de dépistage, des actes de surveillance. Donc réellement, on peut se poser la question de ce qui a pu se passer pour ces personnes et de l'impact de ce renoncement aux soins. Ah ben voilà, je suis désolé, il y a une diapo qui a sauté, je me disais bien qu'il y avait un souci et qu'on ne la retrouve pas. Donc vous voyez, pour les cancers thoraciques, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti, on retrouve bien cette tendance qui est conservée et qu'on retrouve ici pour le cancer du pancréas, où vous voyez, on a même globalement une tendance au rattrapage, ce qui est extrêmement significatif quand on va le comparer au cancer de l'œsophage, comme on l'a vu tout à l'heure. Au total, quand on fait la synthèse, donc là, c'est évidemment toutes causes confondues et on n'a pas forcément d'idée de ce qui se passe par ailleurs, mais quand on regarde ce qui a pu se passer pour ces personnes, eh bien, on se rend compte que vous avez la courbe verte qui est celle par rapport à la projection de 2015-2019. Et cette projection, elle va bien nous montrer par rapport à la référence de 2019 qu'on a des tendances qui peuvent être différentes, puisque vous voyez, pour le colorectal, on avait tendance à sous-estimer l'activité. Ça va être le cas aussi, par exemple, pour l'estomac. Et puis, on est un petit peu plus favorable quand on a une activité reportée à la projection 2015-2019. Et vous voyez que, par exemple, pour l'œsophage, là encore, donc qui est vraiment la localisation qui va concentrer beaucoup de questions, eh bien, on a plutôt une activité qui semble en réel encore plus inquiétante qu'elle ne l'était par rapport à la comparaison à 2019. Et donc, vous voyez que globalement, on est à des activités qui vont être à quelques pourcents près, mais effectivement, dès qu'on est sur œsophage, sur estomac, sur foie,
C'est vraiment les 3 qui vont ressortir régulièrement où on retrouve une activité qui a été extrêmement pénalisée par la pandémie. Alors là, on a parlé chirurgie d'exérèse. Ce qui est intéressant, je voulais quand même prendre le temps de parler avec vous de la chirurgie hors exérèse, en l'occurrence la chirurgie de reconstruction. Vous voyez ici le taux de reconstruction après mastectomie totale pour toute cause et avec un délai maximum de 4 ans par rapport au geste initial. Et vous voyez qu'on a ici une baisse significative en 2020, qui est la colonne en vert un petit peu plus claire, de cette activité de reconstruction. Mais cette activité de reconstruction, elle n'a pas été également répartie entre reconstruction immédiate et reconstruction différée. Et vous voyez que finalement, on a eu une préservation assez importante de l'activité de reconstruction immédiate en défaveur de l'activité de reconstruction différée qui, elle, a été complètement suspendue. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que collectivement, les services de chirurgie ont réussi à préserver ces indications, ce qui n'était pas forcément évident. Donc, une situation finalement assez favorable de la scénologie, parce que vous voyez, quand toute la chirurgie était fermée à 68%, on était à 28% seulement en chirurgie mammaire et capacité à protéger certains actes de reconstruction. Alors, tout ça, ça donne des idées. Des idées, on en a mis une liste ici, tout n'a pas encore été travaillé. On a essayé d'en travailler une partie en séminaire. Des idées pour se dire quoi? Pour se dire que quand on a su vacciner contre le Covid tous nos patients, on doit être capable de les vacciner contre d'autres maladies. Pour se dire que ce que l'on a appris sur la recherche clinique, dont on n'a pas pu parler ce soir, eh bien, ça peut aussi être transféré à d'autres pratiques et à la priorisation au quotidien de la recherche clinique. Se dire qu'on parle beaucoup de désescalade thérapeutique. Et là, pour le coup, c'est les collègues de radiothérapie qui ont su durant la crise, mettre en place des pratiques d'hypofractionnement dont on sent bien qu'elles persistent. Et on a eu notamment, lors de notre appel à projet des escalades thérapeutiques, des réponses en nombre pour des équipes qui voulaient expérimenter cette désescalade thérapeutique. On pourrait encore en citer d'autres, notamment sur les collaborations entre établissements. Ça a été vraiment intéressant de voir des équipes de l'établissement A qui allaient opérer dans l'établissement B, qui arrivaient à se parler, qui arrivaient à maintenir des parcours de qualité, qui vraiment complétaient tous les temps forts du parcours, la RCP, l'annonce, la remise du PPS, et qu'on ne perdait pas dans cette qualité, que les infirmières d'annonce de coordination se déplaçaient, que vraiment on avait gagné quelque chose. On espère bien à l'heure de la réforme des autorisations, eh bien, qu'on va pouvoir garder cette façon de travailler. Vous voyez plein de sujets qu'on n'a pas pu tous aborder ce soir parce qu'on a effectivement ce centrage sur la chirurgie d'exérèse, mais qui sont importants aussi. Et avant de finir et d'en venir à vos questions, un petit temps peut-être pour parler quand même de la vaccination. Point important et qui reste d'actualité aujourd'hui dans un contexte où cette vaccination elle est plutôt en perte de vitesse. Il faut se rappeler comment ça a commencé. Ça a commencé comme ça en janvier 2021 par le fait que nous avons été saisis au niveau de l'Institut national du cancer pour ultra prioriser, c'était le terme à l'époque, les patients atteints de cancer parce que tout simplement, il n'y avait pas de vaccin pour tout le monde. Et aujourd'hui que le vaccin est largement disponible et que beaucoup de gens ne le font pas, on doit se rappeler qu'au départ, il y a uniquement ces patients-là, ceux avec certaines hémopathies, ceux qui venaient d'avoir un diagnostic pour une tumeur solide, eh bien que c'était uniquement ceux-là qui allaient recevoir un vaccin. Donc, il faut savoir se rappeler de ces moments-là et de se dire que les traitements qui n'étaient pas à visée curative, eh bien, on ne vaccinait pas les gens parce qu'il fallait réserver le vaccin là où le bénéfice de santé publique était le plus grand. Donc, c'est vraiment important de se dire que voilà, on revient de loin et on a la chance d'avoir des vaccins disponibles et donc que cette histoire de priorisation soit derrière nous. Très vite, on a pu montrer que les vaccins, c'était efficace, à la fois au départ uniquement sur des chiffres d'immunisation, mais ensuite rapidement sur des données cliniques. Et vous voyez que dès le début, on se rend compte que ça répond un petit peu moins bien en hémato et c'est du fait des réponses pour les patients sous anti-CD20 qui sont bien moindres et pour les patients qui ont été greffés. Donc, on va avoir des articles, là c'est Lancet Oncology, mais il y en aura d'autres, qui vont s'intéresser particulièrement à ces cohortes et à la question de faut-il un rappel, donc le rappel 20 jours boost au J21, et on va voir qu'on va augmenter l'immunogénicité
on le voit ici sur ce travail. J'ai tenu à vous mettre ce travail-là parce que ce travail, il est français et il a la caractéristique d'être à la fois français, d'être collaboratif et d'être mené au départ par des collègues qui sont en privé à but lucratif, ce qui montre que vraiment, cette mobilisation, elle a touché l'ensemble de la cancérologie, que tout le monde a abandonné son quotidien pour être aussi dans ces pratiques et aussi pour renforcer la recherche, renforcer l'information aux malades. Et vraiment, tout le monde a joué le jeu à tous les niveaux et c'est extrêmement important de le signifier. Et on voit, vous le voyez ici, que chez les malades avec anti-CD20, eh bien oui, il y a quand même un petit intérêt à refaire des injections, mais vous voyez bien que quand on n'a pas ces traitements, on a une bien meilleure réponse que quand on est sous anti-CD20. Et quand on est sous anti-CD20 qui sont en cours ou arrêtés dans les 12 mois précédents seulement, eh bien, vous voyez que là, il n'y a pas de réponse. Quand on a arrêté un petit peu plus de 12 mois, c'est bien, mais quand on n'a pas reçu d'anti-CD20, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, intérêt encore aujourd'hui de savoir chez ces patients-là avoir une attitude de prévention qui ne soit pas basée que sur le vaccin. Pendant un moment, on avait une définition d'un seuil, mais qui n'est plus tout à fait valable aujourd'hui avec les souches disponibles. Mais par contre, le principe peut être le même, de se dire on a des non-répondeurs, des faibles répondeurs et des répondeurs. Et pour les faibles répondeurs, on a toujours intérêt à enchaîner les injections. Pour les non-répondeurs, il faut savoir à un moment s'arrêter. Donc, multiplier les doses, c'est bien. On peut les augmenter, mais il ne faut pas se dire que ça suffit. Donc, il faut aussi, chez les patients pour lesquels on est obligé de renoncer à cet effet protecteur de la vaccination malgré 2, 3, 4 injections, et bien se dire qu'on va vacciner l'entourage, s'assurer de sa vaccination pour les protéger. Alors, vous le voyez, il y a la 3e dose. On a à chaque fois des schémas du même type. Voilà, on fait une dose de plus et c'est encore mieux. Donc là, c'est les 3e doses d'emblée. Ce n'est pas des rappels. Et vous voyez que dans ce papier-là, on voit bien qu'en fonction du traitement que vous avez, et notamment quand vous avez des anti-CD20, la réponse n'a juste plus rien à voir. On a toujours un intérêt à augmenter les doses chez les autres, et puis là, beaucoup moins dans cette situation. D'où le schéma validé en janvier 2022 de dire on fait au moins chez ces patients immunodéprimés les 3 premières injections, on va doser les anti-S et regarder en fonction de ça l'intérêt d'une 4e dose ou pas, l'intérêt d'un schéma d'entretien et l'intérêt à chaque fois surtout de se poser la question d'une chimioprévention par anticorps spécifique. Et avec le dernier variant, je vous rappelle, on a une perte d'efficacité de certains de ces anticorps, et notamment de l'Evusheld, et donc intérêt d'avoir le Paxlovid en traitement curatif à disposition. Et donc pour ça que les patients ont été formés, informés, ainsi que les équipes. Importance quant à la vaccination des nouveaux patients qui rentrent dans la filière cancer alors qu'ils avaient eu une vaccination entre guillemets population générale, et de pouvoir compléter, étudier leur schéma vaccinal pour être sûr qu'on leur a donné le maximum de bénéfices. Donc, Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du 28 mars dernier, qui, entre guillemets, sorti, puisqu'on n'est pas encore sorti de pandémie, avait mis au point ces recommandations que je vous invite à aller voir. Point important, vous voyez, on a atteint, ça c'était au moment de la 3e dose, des taux importants de vaccination, quels que soient les patients atteints de cancer, avec quand même un gradient ouest-est et un gradient nord-sud. Et vous voyez que dans les zones où on a eu un petit peu de mal à avoir des politiques de vaccination en début de pandémie, eh bien, on le retrouve un petit peu plus tard avec des populations un peu moins vaccinées. Ce qu'on va retrouver aussi dans une autre indication, donc vous voyez cette tendance régionale, on la retrouve vraiment. Et je vous disais, puisqu'on a su vacciner les gens contre le Covid, est-ce qu'on peut maintenant se dire qu'on les vaccinera contre autre chose? Je voulais vous mettre en avant un exemple qui n'a valeur que d'exemple, et vous pouvez tout à fait faire la même chose. Eh bien, ici, ce sont les collègues de la Pitié qui ont mené une évaluation des pratiques professionnelles pour essayer de comprendre quelles étaient leurs pratiques vaccinales. Et puis, ils vont mener des actions pour motiver leurs prescripteurs, motiver leurs soignants, motiver leurs patients à se faire vacciner plus, non pas là contre la Covid, mais bien contre l'ensemble des maladies qu'on peut protéger par la vaccination. Donc, c'est clairement la question de la vaccination grippe, c'est la question de la vaccination contre le pneumocoque et la revue plus largement du calendrier vaccinal des patients. Et il y aura une 2e évaluation des pratiques professionnelles qui viendra voir si les outils qui ont été utilisés sont réellement efficaces et s'ils peuvent être
transféré à d'autres pratiques, à d'autres établissements. Donc, tenez-vous au courant de ce que font les collègues. Nous, on va un petit peu plus loin, c'est de se dire qu'on a maintenant inclus cette notion de lutte contre la pandémie dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, avec des mesures qui sont à la fois des mesures de bon sens qui ont été faites pendant la pandémie, comme l'établissement des recommandations, mais aussi des mesures qui ciblent la prévention, comment on fait pour que la pandémie ou la crise, quelle qu'elle soit, ne soit pas l'occasion d'abandonner des conduites de prévention, de lutte contre le tabagisme, par exemple, et puis ça va jusqu'à la poursuite des essais cliniques, les soins de support, l'organisation, comme on l'a dit, des RCP, donc l'ensemble de la chaîne de la cancérologie. Voilà, donc merci encore à tous, parce que ce que nous présentons là, c'est ce que vous avez réalisé sur le terrain, et je vous remercie de votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette transcription claire et rapide de l'expérience acquise maintenant. Moi, je me souviens d'avoir assisté à plusieurs conférences. Donc, le fait d'avoir l'évolution dans le temps, c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai, bon, moi, je peux commencer effectivement dans les commentaires. En tant que chirurgien, je me disais, oui, mais là-dedans, ne sont pas, enfin, c'est certainement pris en compte, mais le fait que certaines tumeurs n'ont plus été opérables. Et ça, il y a deux catégories. Il y a une tumeur du sein, ça reste longtemps opérable, partielle, puis éventuellement mastectomie. Une tumeur du pancréas, quand c'est plus opérable, c'est plus opérable. Et ça change tout enfin, ça change complètement le pronostic des gens. Et puis, j'avais un commentaire que j'ai, moi, en tant qu'expert auprès des tribunaux. Il y a beaucoup de plaintes et on n'arrive pas à discriminer. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de la Covid en cours de traitement de cancer. Et le rôle de l'un et de l'autre est très difficile à discriminer. Nos collègues infectiologues ont commencé à avoir l'habitude maintenant, en fonction de la date de la sérologie, et ils ont des abacs pour dire là, c'est plutôt le Covid, et puis après, non, votre patient, il est mort 3 jours après son test positif, donc c'est pas la maladie, mais c'est le cancer qui l'a tué. Donc, on a acquis énormément de connaissances là-dessus, même si on a dû arrêter de faire de la recherche clinique au niveau où on le faisait avant. C'est intéressant ça, parce que il y a un collègue pneumologue qui, dans notre séminaire Covid et cancer il n'y a pas longtemps, disait « Oui, on a dit que les gens qui avaient un cancer du poumon étaient morts de la Covid. » Et elle dit « C'est vrai, mais c'est parce que tout simplement, on a renseigné qu'ils étaient morts en ayant la Covid. Mais finalement, quand on a un cancer du poumon, la probabilité de mourir d'un sepsis, et notamment à point de départ pulmonaire, elle est loin d'être non nulle, et c'est même une des premières causes de mortalité. Sauf que quand on remplit le certificat de décès, on sait bien qu'il n'y aurait pas eu sepsis s'il n'y avait pas le cancer, et on note que les personnes sont mortes du cancer du poumon. Et donc, il disait effectivement, là, on a eu tendance à caractériser l'infection parce qu'elle avait cette spécificité du contexte Covid, et peut-être que dans un autre contexte, on aurait dit, bah oui, il est mort infecté, mais il est mort de son cancer du poumon. Ah oui, mais ça, c'est… Et effectivement, ça va être difficile, et dans les travaux futurs, ça va être important de pouvoir bien se dire, notamment quand on va chercher à caractériser les excès de mortalité liés au Covid, finalement, bah oui, qui est mort du Covid, qui n'est pas mort? Il y a cette question de la concurrence Covid et traitement, parce que maintenant, ça sort encore dans les papiers aujourd'hui, des recommandations à peu près partout dans le monde, bien claires, pour savoir quand on doit mettre quelqu'un au bloc opératoire, ce qu'on doit faire, etc. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que les premiers papiers, c'était quand même, si vous faites de la chimio, si vous mettez le malade au bloc, vous allez le tuer. On l'a entendu, hein. C'était quand même un peu glaçant. Et c'est vrai que pendant un moment, en termes de question de responsabilité, on avait quand même cette idée de dire primum non nocere, c'est peut-être de ne pas traiter le cancer tout de suite. Et c'est vrai que ça, alors sur un cancer du sein, effectivement, on est d'accord. Sur un cancer du pancréas, où on a des études qui montrent qu'à plus de 3 semaines entre le scanner et la chirurgie, on double le taux de métastase découverte en périop. C'est sûr que là, on a vite probablement eu des catastrophes. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas montré les diapos parce qu'on n'avait pas le temps de tout montrer, mais il y a aussi, dans la question du renoncement aux soins, des collègues, je pense aux collègues du CHU de Bordeaux, par exemple, et de Bergonié, qui sont allés regarder le taux de malades se présentant à un stade localement avancé ou métastatique, notamment dans les cancers du sein ou les mélanomes, et on voit bien qu'il y a eu un renoncement aux soins qui fait que des gens sont arrivés avec des formes dépassées.
Ah, c'est évident, hein. C'est évident. Nous, on a vu réapparaître des tumeurs historiques, hein. J'aime pas tellement ce terme, mais quand même des tumeurs très avancées, parce que le message avait été ne sortez pas de chez vous. Et ça a été une réalité. Ça a été pris au pied de la lettre par un certain nombre de patients qui ont regardé pousser leur tumeur chez eux sans sortir, sans voir leur médecin. Bon, on ne pouvait pas être parfait, je pense, dans Non. cette situation très particulière qu'on a vécue. Avec le recul qu'on a maintenant, on a quand même vécu quelque chose de très, très fort, très violent. D'ailleurs, il y a un autre impact, alors c'est un peu hors sujet, mais les soignants, y compris médecins, ont du mal à s'en remettre. Alors, on a parlé des chiffres, des gens qui ont quitté le métier, mais ils ont du mal à s'en remettre. Moi, j'ai des collègues qui ont... Et je pense qu'on a tous été impactés par cette période-là, hein. Alors, sur l'œsophage, ça joue peut-être, parce qu'on a quand même des premiers témoignages, alors c'est des témoignages, hein, donc c'est anecdotique pour l'instant, mais d'équipes qui disent, mais de toute façon, on n'est toujours pas en nombre pour les mettre au bloc, les œsophages, et donc quand on a à choisir entre radiochimio ou radiochimio puis chirurgie, et que finalement c'est assez équivalent comme indication pour le malade, on préfère sécuriser les choses et qu'il ait sa radiochimio définitive, parce qu'on ne sait pas si on n'aura pas un souci pour le mettre au bloc. Donc, voilà, ça c'est quand même une vraie préoccupation et notamment c'est lié au fait que les équipes soignantes et que les équipes médicales ne sont pas partout en nombre depuis la pandémie. Ah, on est toujours complètement en manque de personnel. On a dû renoncer à certaines techniques de pointe. Le robot, par exemple, bon, je prends l'exemple qui nécessite de mobiliser beaucoup de gens. On a dû y renoncer pour repartir en arrière sur des techniques qui sont moins gratifiantes ou moins bien pour le patient. Ça, c'est vrai, hein. Mais je crois que c'est valable dans tous les domaines. Le fait d'avoir parlé de l'hypofractionnement dans la radiothérapie, c'est exactement pareil. Bon, on a peut-être justement fait des progrès là. Alors voilà, ceci pris, pour le coup, ça a peut-être amené à des changements de pratique. Alors après, ça va poser des questions pour le pérenniser, parce qu'on a la question du modèle tarifaire de la radiothérapie notamment et autres. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que sur certaines choses, on ne reviendra pas en arrière. Et sur le sein, les collègues radiothérapeutes sont vraiment maintenant dans un travail de conviction de leur direction. Et puis, on est en train tous ensemble d'essayer de relancer comme on l'avait souhaité, cette question justement de l'évolution des tarifs. Mais effectivement, ça vient aussi d'un mouvement des patientes elles-mêmes qui disent, mais attendez, je sais que c'est possible en 15 jours, donc je n'ai pas envie d'avoir plus. Il faut bien d'ailleurs leur expliquer si elles rentrent ou pas dans la bonne catégorie, parce que c'est quand même pas pour tout le monde, l'hypofractionnement dans le sein. Mais oui, effectivement, on a lancé un mouvement qui est important. Il y a aussi l'HAD, on n'en a pas parlé ce soir, mais on a bien vu qu'il y avait eu une explosion de l'HAD pendant la Covid. Il y a eu un petit retour en arrière, mais globalement, on reste quand même plus haut qu'on était en 2019 et en ayant augmenté un petit peu plus vite. Donc là encore, il y a des pratiques qui se sont pérennisées. Ah, beaucoup. L'ambulatoire, ça c'est évident. L'HAD, la téléconsultation aussi, on a Oui, énorme. énormément fait de téléconsultation. Alors, il y a des spécialités qui s'y prêtent plus ou moins, hein, mais la téléconsultation, quand même, ça a apporté beaucoup de choses. Garder le contact avec les gens. Et puis, il faut penser aussi que les médecins avaient peur. Oui, oui. Les médecins avaient peur, hein, on a vécu dans la peur. Et on arrive au bout, d'ailleurs, là, de notre heure. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur le chat. J'ai eu des remerciements. Oui. Mais c'était bien, on Des en est remerciements, content. c'est Merci important de le beaucoup. dire. Moi, j'ai une petite question peut-être, parce qu'en fait, j'ai entendu dire des oncologues là, qui sont membres de l'ASFC qui ont dit, en fait, faute justement de place de chirurgiens avec ce tsunami là qu'on a traversé, il y a des chirurgies qui n'ont pas pu être réalisées, et du coup, il y a des traitements qui ont été faits alors que la chirurgie c'était un peu le traitement à l'envers. Enfin, on a passé le stade de la chirurgie pour directement développer les traitements. Je voulais savoir si vous aviez des chiffres. Alors, on n'a pas de chiffres forcément, mais on a vu des choses qui sont assez critiquables. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois des traitements néoadjuvants, des traitements d'attente, et pourquoi pas, c'était bien codifié. Et puis parfois, on a vu des catastrophes. Le pire étant des gens qui sont allés jusqu'à publier leurs erreurs, donc ça fait toujours un peu mal. Notamment une collègue américaine qui était très fière d'avoir publié un article dans lequel elle disait j'ai traité 2 ovaires par chimio, elles étaient en réponse complète, donc c'est génial, on n'a pas eu besoin de les opérer. Quand on sait la perte de chance que ça représente dans le cancer de l'ovaire de ne pas avoir une chirurgie complète, voilà, c'est un article qui faisait quand même un petit peu peur.
Donc, il y a eu effectivement des traitements médicaux d'attente, il y a eu des traitements d'alternatives, il y a eu un énorme travail des sociétés savantes pour essayer de bien caractériser là où c'était admissible et là où ça ne l'était pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des dérives. Ouais. Ça, c'est certain. Bon, en tous les cas, merci beaucoup d'être… Je vous en prie, merci à vous de de- l'invitation. Et moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu peu de questions parce qu'on sent bien que le sujet il a été remué dans toutes les têtes et il y a un peu un trop-plein de Covid. Mais ce n'est pas grave parce que voilà, ce qu'on s'est dit ce soir, ça va rester. Et dans 1 an, dans 2 ans, quand on le revisitera, on se posera d'autres questions pour le bénéfice de nos patients. Donc, merci de nous avoir permis d'intervenir. Bah, En merci tout à cas, vous. Et on a 2 prochaines conférences, alors là, enfin webinaires, donc ce sera en début 2023, donc le 31 janvier 2023 et le 21 février 2023, par 2 femmes de Curie qui s'appellent Marion Salou et Jeanne Muret, sur l'empreinte environnementale de la recherche, pour la comprendre, la diminuer, et au niveau des systèmes de santé, pour voilà, vraiment définir, et ça, Manuel Rodriguez y tenait beaucoup, quand même un autre sujet actuel Et à l'heure de la santé dans toutes les voilà. politiques, oui, c'est intéressant. Voilà. parfait. Bon, d'autres choses peut-être à ajouter? Non, non, je pense que les sujets, c'est intéressant parce qu'on est dans des sujets de retour d'expérience, là, plus qu'expérimentaux. Et ça fait du bien aussi d'en parler. Ça fait progresser. Ça fait beaucoup progresser le retour d'expérience. Ce soir, on n'a pas dit les mêmes choses, on n'a pas entendu les mêmes choses que que j'avais déjà entendu de la part de Jean-Baptiste ces derniers mois et années. Donc, c'est ce qui montre quand même qu'on a acquis des compétences. Et les sujets qui arrivent sont extrêmement intéressants. Je crois qu'on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur l'impact de la recherche sur l'environnement. C'est pas négligeable et on n'en parle quasiment jamais. Donc voilà, les prochains sujets intéressants aussi. Et puis, ben, merci à tous pour votre présence. J'ai reconnu quelques noms quand même. Et en tout cas, moi, j'étais très heureux de pouvoir aujourd'hui dialoguer, même à distance. Et j'espère qu'on se reverra bientôt en Avec direct. plaisir. On a plein de choses à faire ensemble. Bon, en tous les cas, ce webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Et à toutes les personnes qui étaient inscrites et présentes, je vous enverrai le PowerPoint de Jean-Baptiste Méric, des réceptions. Parfait. Bon, Parfait. à tout le monde et merci beaucoup. Très bonne Merci. soirée. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir.